Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 août 2025 et notre ami le colonel Larry Wilkerson est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Ravi de vous retrouver, Nima, même si c'est une journée bien sombre sur le plan de l'actualité. Oui. Larry, commençons par l'un des sujets les plus... Je ne sais pas comment le qualifier. C'est incroyable quand on regarde ce qui s'est passé à l'hôpital de Gaza et la manière dont les Israéliens ont attaqué, et tout le monde en parle. Quelle est ta compréhension de ce qui s'est passé? Était-ce un accident? Comment vois-tu les choses? Parce que Netanyahou dit « Nous ne voulions pas et nous n'avions pas l'intention de faire cela ». Et comme tu l'as mentionné, ils appellent ça le double tap. Quelle est ta compréhension de cela? Eh bien, il fait ce genre de choses depuis le début, bien sûr. Depuis le 7 octobre, il agit ainsi de plus en plus fréquemment. Et les actions autour de ces sites censés fournir une aide humanitaire mondiale sont absurdes, et elles en sont révélatrices. Je pense que celle-ci l'a pris au dépourvu. J'imagine bien les remontées de bretelles qu'il est en train de passer en ce moment même dans les rangs de l'armée israélienne, en particulier aux responsables de cette opération précise. Mais il ne leur reproche pas d'avoir fait ce qu'ils voulaient qu'ils fassent, ou ce qu'eux-mêmes voulaient faire. Il leur en veut parce qu'ils l'ont rendu public. Ils l'ont rendu public. Par le passé, c'était gérable, on pouvait s'en occuper, mais cette fois, c'est presque ingérable, et il a donc dû faire une déclaration. Je pense que ce qui a rendu la situation ingérable, c'est une combinaison de facteurs. Il ne savait pas que certaines caméras seraient présentes. Il ne savait pas qu'il s'agissait peut-être d'une double frappe et qu'ils n'allaient pas s'arrêter après la première attaque, qu'ils allaient continuer et frapper à nouveau. Il y allait avoir des journalistes et il y allait évidemment avoir des civils innocents présents à ce moment-là. Et cela allait être filmé. Et il y aurait des commentaires presque immédiats à ce sujet. D'habitude, ce genre de choses nous parvient, vous savez, par le ministère de la Santé, l'ONU ou quelqu'un d'autre, en retard. Cette fois, c'est arrivé presque en temps réel. Donc il a eu énormément de mal à gérer la situation. Et quand il a fini par s'en occuper, il s'est rendu compte, cette fois, je dois dire quelque chose de l'autre côté de la médaille, je dois admettre qu'il y a peut-être eu une faute ici, et nous allons enquêter. Maintenant, comme je l'ai vu avec Rachel Corrie, ça ne veut rien dire du tout. Ils disent qu'ils vont enquêter, mais ils ne le font pas. Ils ne font que renforcer ce qu'ils voulaient faire depuis le début, c'est-à-dire tuer des Palestiniens. Et si c'est efficace et efficient, c'est bien, pas mal. Donald Trump a déclaré qu'il n'était pas au courant. La presse lui a demandé s'il savait ce qui se passait en Israël. Penses-tu qu'il va agir? Je ne sais pas, Nima. J'ai eu un entretien ce matin, un entretien assez long, à propos de tout cela. On m'a demandé si je pensais que Trump était au courant. Et franchement, j'ai dû y réfléchir une seconde ou deux avant de répondre. Parce que si je disais qu'il savait pour tout ça, et là on parle de Gaza et un peu de la Cisjordanie, si je disais qu'il savait, je devrais le qualifier d'Adolf Hitler Jr. Vraiment, je le ferais. Je devrais dire que Bibi Netanyahou est Adolf Hitler incarné et que Trump est son disciple. C'est l'analogie qu'ils utilisent toujours, que ce soit pour l'Holocauste ou autre chose. Ils l'utilisent tout le temps. Eh bien, ça marche dans les deux sens. Et je ne voulais pas dire ça de Donald Trump parce que je pense qu'on lui sert des absurdités. Je pense qu'il aime les ordures presque autant qu'il aime les Big Macs de McDonald's. Je pense qu'il est réticent à accepter la vérité. Lorsqu'il commence à recevoir la vérité, il l'arrête et change de sujet ou s'en va ailleurs, parce qu'il a au moins une conscience partielle, et c'est très difficile pour lui de l'affronter.
Mais quelque chose comme ça, comme je l'ai dit à propos de Bibi, c'est pareil avec Trump. Il ne peut pas nier cela, et il ne peut pas s'en sortir en le niant parce que trop de gens l'ont vu, trop de gens étaient impliqués, trop de gens ont parlé, et trop de gens sont en colère, y compris Netanyahou, qui a peut-être reçu un appel de Trump. Je ne sais pas. Il faut que tu dises quelque chose à ce sujet. Même s'il ne l'a pas fait, il se sentait ainsi lui-même. Voilà donc vos indicateurs, juste là. Mais je reviens à la question fondamentale. Trump sait-il ce qui se passe autour de lui, en dehors de ce que ses sycophantes lui disent? C'est vrai pour n'importe quel président, dans une certaine mesure. Mais voici ce que font les bons présidents. Les bons présidents auxquels j'ai été proche, personnellement proche de 3 d'entre eux, et plus proche encore d'un 4e et d'un 5e, grâce à ma connaissance de Colin Powell, qui a tout de même été conseiller à la sécurité nationale de Ronald Reagan. Donc les présidents, peu importe avec qui ils parlent, peu importe qui ils ont dans leur cabinet, peu importe leur expérience, doivent avoir un certain réseau en qui ils ont confiance, en qui ils ont une certaine assurance et qui se trouve en dehors du régime établi. Qu'il s'agisse d'universitaires dans les universités, de scientifiques dans les laboratoires, peu importe, ils doivent disposer d'un réseau afin de pouvoir vérifier et revérifier ce que leur cabinet leur dit. Cela était moins vrai avec George H.W. Bush, car le groupe des 8, Jim Baker, Dick Cheney, Colin Powell, étaient compétents. Ils étaient très compétents et se faisaient confiance. De manière générale, ils n'avaient pas besoin de se surveiller les uns les autres. Mais depuis George W. Bush, chaque administration a eu des personnes qui agissaient de leur propre chef. Et cette administration, tout comme la précédente avec Joe Biden, a eu des personnes qui agissaient presque exclusivement de manière autonome. Jake Sullivan et Tony Blinken dirigeaient l'administration de Joe Biden, en particulier au cours des 2 dernières années. Donc dans ce contexte, il vaut mieux avoir un réseau extérieur assez raffiné pour faire des vérifications de bon sens, pour vérifier sa propre intelligence, son propre raisonnement, sa propre santé mentale. Trump n'a rien de tout cela, à part quoi? Fox News et d'autres choses du même genre. Et il a des milliardaires autour de lui avec qui il peut vérifier, mais qui vont lui dire ce qu'il veut entendre parce qu'ils se servent de lui à chaque heure de chaque jour. Ils se servent de lui. Donc, ce type est entouré d'un fossé presque impénétrable pour l'atteindre, pour vraiment le faire se concentrer, pour attirer son attention et pour obtenir son écoute. Même pour entrer dans le bureau ovale ou ailleurs afin de l'informer de la réalité des choses, c'est presque impossible. Larry, quoi? Larry, Nous avons vu Israël déclarer Lula, le président du Brésil, persona non grata. C'est ainsi que cela a été rapporté ici dans les médias brésiliens. Je ne sais pas si cela a été relayé dans les médias anglophones, je n'ai rien trouvé. Mais dans les médias brésiliens, ils disent qu'Israël traite Lula d'esclave de l'Iran. Je ne vois rien. Lula, il n'y a aucun lien réel pour justifier de s'en prendre à Lula de cette manière. Ils ne sont tout simplement pas satisfaits de la position que Lula adopte contre eux concernant Gaza et la Palestine. Mais combien de temps peuvent-ils continuer avec cette attitude, à blâmer tout le monde? Nima, c'est la même chose que l'accusation d'antisémitisme. Elle a été utilisée tellement de fois maintenant que même certains de leurs propres dirigeants ici aux États-Unis, en particulier ceux associés au FDD et à l'AIPAC, disent « Mec, c'est trop utilisé. Un jour, on va perdre ce levier. » Et ils ont raison, ils sont en train de le perdre en ce moment. Ils le perdent partout en Amérique parce que les gens se rendent compte que ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est de l'anti-Netanyahou, c'est contre le génocide, c'est contre ce qu'Israël fait partout au Levant. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Il y a même beaucoup de Juifs américains qui partagent ce point de vue.
Donc l'Iran devient la prochaine meilleure cible. L'Iran revient, refait surface. Lula est bien sûr dans ce camp, pas plus que n'importe qui d'autre. Je veux dire, je suis sûr qu'il ferait des affaires avec l'Iran, comme le ferait n'importe quel pays sensé, tant que tout serait transparent et légal. Je suis certain que certaines personnes le feraient en sous-main, mais ce ne serait pas hostile. Ce serait simplement de l'économie souterraine. Le monde réalise aujourd'hui quelque chose comme 10 000 milliards de dollars par an dans l'économie souterraine. D'ailleurs, principalement par la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants illicites et, êtes-vous prêts pour celle-là, le vol de voitures. En tête du monde, 10, 11 000 milliards de dollars. Donc c'est la seule raison pour laquelle ils le font, et cela s'essouffle. Tout comme l'antisémitisme s'essouffle, des accusations d'antisémitisme qui sont absolument infondées, et cette histoire d'être associé à l'Iran, c'est la seule opportunité qu'ils arrivent à imaginer. Maintenant, s'ils avaient une rancune à régler, un différend avec la Russie ou autre, ils diraient que Lula était dans le camp de la Russie. Ou s'ils en avaient un avec un autre pays, ils diraient qu'il était dans ce camp-là. C'est tellement creux que ça fait mal d'y penser. Vraiment. Ils ont plus de munitions. Ils ont plus de munitions de propagande. Ils ont plus de munitions de bassesse. Ils ont plus de munitions. Point final. Je veux dire, ils sont en difficulté. Israël est actuellement dans une situation existentielle, de très très gros ennuis. Israël est dans autant de difficultés en tant qu'entité étatique qu'il ne l'a été depuis 1948. La nouvelle de dernière minute, Larry, c'est que le ministère français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Paris après que l'ambassade américaine a accusé le président Macron de ne pas lutter contre l'antisémitisme. Poussés par les membres juifs du cabinet et les milliardaires qui les soutiennent. Encore une fois, je ne sais même pas si Trump a autorisé cela. Je lancerai une pièce pour vous dire s'il l'a autorisé ou non. Je serais curieux de savoir dans quelle mesure Donald Trump est prêt à défendre Netanyahou, car il n'y a rien à défendre. Que défend-il exactement? C'est curieux. Nous avons passé 30 minutes là-dessus ce matin lors de l'entretien, à attaquer Trump sous tous les angles possibles. Et je revenais sans cesse à mon observation principale, à savoir qu'Israël est notre outil. Ce n'est pas l'inverse. Nous faisons semblant d'être à leur service, mais Israël est notre instrument au Levant. Et en ce moment, nous essayons de mener à bien ce qui a été une stratégie du clean break très très peu réussie. En fait, presque débilitante, qui nous demandait de passer à la Syrie, puis à l'Iran, au minimum, d'aller en Syrie, puis en Iran, après l'Irak, je veux dire. Comme tu le sais, nous n'avons pas pu aller en Syrie parce que nous nous sommes enlisés dans une insurrection en Irak. Juste en guise de note de bas de page, réfléchissez à ce que serait l'Iran si nous y mettions des troupes au sol, comparé à ce qu'était l'Irak. Ce serait 10 fois pire. Et pourtant, on me dit que l'armée conseille au président que nous pouvons gérer l'Iran. Et cela signifie le gérer au sol, pas seulement dans les airs. Voilà à quel point nous sommes devenus fous. Vous avez tout cela à considérer. Vous avez l'Irak avec quoi? 27 millions d'habitants. 27 millions, principalement dans un territoire désertique qui se prête parfaitement à la puissance aérienne. En fait, la puissance aérienne peut balayer l'Irak en quelques heures. L'Iran n'est pas ce pays-là. Il est 4, 5, 6 fois plus grand. Il y a 90 millions d'habitants au lieu de 27 millions. Une relative homogénéité parmi ces personnes. Quelques problèmes en périphérie, mais ceux-là aussi se consolideront si nous attaquons. Et un terrain incroyablement difficile qui a failli coûter la vie à Alexandre le Grand lorsqu'il a tenté d'y manœuvrer. C'est un tout autre jeu, et pourtant nous l'envisageons.
sérieusement. Quand Netanyahou commencera la guerre, ce qu'il va faire est que nous devrons suivre. Si Trump est au pouvoir, nous devrons suivre. Donc tout cela pour dire que c'est de la folie, comme vous l'avez sous-entendu, mais il semble que nous soyons membres à part entière de l'asile. Ces personnes comprennent-elles? Se souviennent-elles de ce qui s'est passé en mer Rouge il y a à peine 2 mois? Merci. Merci de me l'avoir rappelé. Et qu'est-ce qu'Israël fait? Il frappe le gouvernement à Sanaa. Il ne collabore même pas vraiment avec Al-Ansar, les Houthis. Pourquoi voudrait-il faire ça? Eh bien, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire qui puisse passer à la télévision, montrer des boules de feu, des bombes, du béton et toutes sortes de destructions. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne touchent pas Al-Ansar. Ils ne les touchent pas, à moins que quelqu'un ne passe accidentellement sous une bombe. C'est la seule façon dont ils se vengent. Et les Houthis narguent simplement Israël. Il semble que l'attaque contre les Houthis au Yémen était une sorte d'attaque de décapitation. C'est pareil que pour l'attaque contre l'aéroport. Est-ce que les Houthis utilisent ces avions de ligne? Je veux dire, peut-être qu'ils vont en Suisse pour leurs vacances. Je n'en sais rien. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, quand j'ai fait une remarque désinvolte comme ça, et je ne pensais pas qu'elle l'était, je croyais être sérieux. Il m'a dit, tu sais à quoi ils servent? Ils importent des armes avec. Ils font venir des mines antipersonnelles. J'ai répondu, je n'ai pas vu de mines ou d'armes légères utilisées récemment. Ce que j'ai vu, ce sont des missiles tirés sur des navires en mer Rouge et des missiles lancés sur Israël. Ils arrivent par avion? Probablement, oui. Est-ce que quelqu'un le sait vraiment? Ou bien vous écoutez ces sacs de mensonges proverbiaux qu'on appelle la CIA, le Mossad et le MI6? Est-ce que vous le savez vraiment? Savez-vous que ces avions transportent des missiles? Je pense que les Houthis ont déjà un bon stock, merci beaucoup, un peu comme l'Iran. Je pense que ces personnes sont les mêmes, celles qui soutiennent qu'elles peuvent piéger la Russie en Ukraine. Elles n'ont pas réussi. Et même avec l'attaque israélienne contre l'Iran, ils ont attaqué. Ils voulaient provoquer un changement de régime du jour au lendemain. Ils n'ont pas pu y parvenir. Je ne comprends pas la logique derrière ce genre de « je ne sais pas ». Penses-tu que Donald Trump serait d'une certaine manière, peuvent-ils le convaincre d'aller dans cette direction? Eh bien, je pense, pour revenir à votre point de départ, je pense que Trump a été informé par le triumvirat du renseignement, le Mossad, le MI6 et la CIA, probablement dirigé par le Mossad, mais le MI6 était également très impliqué. Il faut examiner les empreintes digitales sur tout cela. Les empreintes britanniques sont partout. La manière dont les Britanniques vivent aujourd'hui leurs rêves impériaux, c'est à travers les États-Unis. Donc, les empreintes britanniques sont partout sur ces faux renseignements et ces demi-vérités. Ce que vous voyez ici, c'est une combinaison de mensonges et de faux renseignements, associés à une situation très résiliente et active concernant les Houthis, un ennemi résolu, si l'on veut. Et concernant votre question sur l'Iran, je pense qu'ils ont convaincu Trump, pas que les bombes allaient suffire. Ils l'ont convaincu que les bombes combinées à l'assassinat d'une série de dirigeants iraniens mettraient le régime à genoux et que le peuple se soulèverait pour le renverser. Ils y croient, Nima. Ce n'est pas un mensonge qu'ils racontent à Trump. Ils y croient vraiment. Netanyahou y croyait. Netanyahou pensait que ces déclarations au peuple iranien, les incitant à se soulever maintenant et à renverser cette bande de voyous théocratiques, allaient fonctionner. Mais cela n'a eu aucun effet. Ça n'a tout simplement pas marché. Ils ne savent plus quoi faire maintenant.
à part redoubler, tripler d'efforts, parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et ils vont vraiment être surpris quand ils essaieront de vérifier. Ils n'y sont jamais parvenus, Nima. Je te le dis, ils n'ont jamais obtenu la suprématie aérienne sur l'Iran. Ils ont réussi à lancer des missiles depuis les frontières vers l'Iran, mais ils n'ont jamais réussi à survoler l'Iran sans entrave. Cette fois, je pense qu'ils vont essayer, et ils vont se faire abattre. Et on va voir beaucoup de pilotes israéliens défiler dans les rues de Téhéran. Je veux dire, c'est inévitable, et peut-être aussi quelques pilotes américains. Donc le moment de vérité, la guerre du moment de vérité arrive si on persiste. Et Netanyahou ne veut pas reculer, parce qu'il sait qu'au moment où il recule, il est fini. Il est parti. Oui, Larry, l'autre aspect de ce qui se passe avec l'administration Trump se situe ici, en Amérique du Sud, près du Venezuela. Et les États-Unis semblent d'une certaine manière aggraver la situation. Je ne sais pas. Ce n'est pas seulement à propos de Donald Trump. Je me souviens d'Elon Musk. Il essayait de tout faire pendant l'élection. Il a dit qu'il soudoyait, d'une certaine façon, des gens, qu'il soudoyait tout le monde qu'il pouvait, juste pour renverser le gouvernement au Venezuela. Pourquoi sont-ils aussi obsédés? Tout tourne autour du pétrole vénézuélien. C'est la raison principale. Et Charles Koch, un milliardaire extrêmement riche, est derrière tout cela, avec d'autres oligarques qui ont beaucoup investi dans le genre d'activité qu'il mène. Les 2 raffineries qu'il possède, qui ne raffinent que du pétrole brut à très forte teneur en soufre, un brut qui provient principalement du Venezuela. Pas seulement du Venezuela, il y en a aussi beaucoup en Russie, et la Russie a la capacité de le faire. Mais c'est la raison principale. Et puis la raison secondaire, êtes-vous prêts pour celle-là? La raison secondaire, c'est qu'il faut donner une leçon au Venezuela. Où avons-nous déjà entendu cela? N'est-ce pas l'une des principales motivations de Bibi Netanyahou? Je me souviens qu'un lieutenant de Tsahal m'a dit pendant l'opération Plomb durci, lorsque mon commandant, un lieutenant-colonel de Tsahal, un commandant italien, m'a dit que notre objectif était de rétablir la dissuasion et que cela signifiait qu'il fallait tuer tout ce qui bougeait, hommes, femmes, enfants, bébés, peu importe. Il ne fallait faire preuve d'aucune pitié. Il fallait faire comme Genghis Khan. Il fallait tuer tout ce qui se trouvait sur notre passage, même les chiens et les chats. C'est ainsi qu'on rétablit la dissuasion. C'est ainsi que pense Netanyahou. C'est ainsi que nous pensons dans une certaine mesure, en particulier sous la doctrine Monroe dans l'hémisphère occidental. Nous pensons que lorsque quelqu'un sort du système que nous avons construit, il faut le ramener de force, si nécessaire par la force militaire, qu'il le veuille ou non. Pensez à l'opération Just Cause, la plus grande descente antidrogue sans préavis de l'histoire, menée contre le Panama en décembre 1989, ou à peu près à cette époque. C'est ce que nous faisons. Et c'était un président posé qui, je peux vous le dire, a dû être convaincu de lancer cette opération parce qu'il avait déjà vu ça. Quoi? Vice-président des États-Unis, 8 ans sous Ronald Reagan, gérant la plupart des opérations secrètes menées par Reagan, les tenant à l'écart de Reagan et les gardant dans le bureau du vice-président. Avec qui avait-il travaillé? Manuel Noriega, à grande échelle, comme confident, comme source, comme compagnon de lutte dans la guerre contre la drogue. Et maintenant, il doit le faire tomber. C'est ainsi que l'Empire fonctionne, Nima. C'est comme ça que nous opérons. Je ne sais pas. Ont-ils la moindre idée de la façon dont les autres pays d'Amérique du Sud réagiraient si quelque chose arrivait au Venezuela? Parce que je ne vois pas le Brésil rester là sans rien faire. Et regardez ce qui se passe. Ils vont réagir. Eh bien, ce serait une surprise pour moi, Nima. Vraiment.
J'ai du respect pour l'Argentine, du respect pour le Brésil, pour l'Équateur, la Bolivie, le Chili, mais je ne les vois pas être le genre d'État à se soulever pour un autre État. Je ne le pense tout simplement pas. Et il y a des raisons à cela. Nous avons travaillé avec toutes leurs armées, à un point tel que je dirais que beaucoup de leurs forces armées, et ce n'est pas un fait confortable pour leurs dirigeants civils, entretiennent des relations aussi étroites avec le commandement sud des États-Unis qu'avec leur propre gouvernement, voire même leur propre ministère de la Défense, quel que soit son nom. Nous avons vu cela tout au long des manœuvres avec le Chili et Allende. Nous l'avons vu également lors de la guerre des Malouines, où nous avons soutenu les deux camps, le Royaume-Uni et l'Argentine. Vous savez que nous avons fait cela, n'est-ce pas? Exactement comme pendant la guerre Iran-Irak, nous avons soutenu les deux parties. Nous ne voulions en perdre aucune. C'était la version positive. La version négative, c'est que nous allions soutenir les deux, pour que, en cas de victoire de l'un, nous puissions être derrière lui. Et cela concernait autant l'Argentine que le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'aime pas entendre cela, mais je suis désolé. C'est comme ça que ça s'est passé. Maggie Thatcher n'était pas très contente lorsqu'elle s'en est plus ou moins rendue compte vers la fin. Tout cela pour dire que je ne pense pas que la réponse à votre question soit que d'autres pays viendraient en aide. Ils devraient, parce qu'en ce moment, ils font face à un tigre de papier. Et s'il y a un moment pour se débarrasser du joug de la doctrine Monroe, des États-Unis d'Amérique, de la manière débilitante dont nous avons traité l'Amérique latine depuis 100 ans avec quelques interruptions, c'est maintenant. C'est le moment. Attendre que l'Empire s'effondre et tombe en morceaux revient à remettre en question sa propre survie, car l'Empire qui s'effondre, comme me l'a dit Ricardo Olicon, va fouetter beaucoup d'herbes. Et si cela s'effondre au point de devoir démontrer que son pouvoir résiduel existe encore, il s'en prendra à de petites cibles. C'est ce que nous faisons actuellement au Venezuela dans une certaine mesure, même si je pense que la principale motivation est le pétrole. C'est une période dangereuse. Si vous voulez défendre un ami, vous allez défendre un État allié. Imaginez la Colombie prenant la défense du Venezuela. La Colombie a autant de problèmes avec le Venezuela, et le Venezuela avec elle, qu'avec les gringos du Nord. Donc j'ai du mal à l'imaginer, j'adorerais voir cela. J'aimerais voir une forme de solidarité, en particulier parmi les pays de la frange nord de l'Amérique du Sud, dans laquelle j'inclurais le Brésil. Mais je ne sais pas. Vous me demandez de croire en quelque chose que je n'arrive pas à croire au fond de moi. Larry, tu as mentionné que la Grande-Bretagne était présente un peu partout et que le Royaume-Uni essayait d'influencer toutes les régions possibles. Voici ce que nous avons entendu du ministre des Affaires étrangères arménien. L'Arménie et la Grande-Bretagne ont convenu d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Merendi. Il a dit que l'Iran avait littéralement envoyé un message à l'Arménie. Vous devez faire attention à ce que vous faites là-bas. Sinon, il a dit que l'Iran pourrait même envisager de capturer la partie sud de l'Arménie si l'Arménie tente de bloquer l'Iran dans cette région. Il semble que la situation soit compliquée. Comment vois-tu le rôle des Britanniques dans tout cela? Que recherchent-ils en Arménie? Je t'ai déjà raconté l'histoire du tailleur de Panama, n'est-ce pas? Le livre de John le Carré. C'est ce que fait la Grande-Bretagne aujourd'hui. La Grande-Bretagne vit des vestiges de son empire qu'elle aperçoit dans le miroir de Washington. C'est la seule façon pour elle de subsister. La seule façon pour sa chambre des lords, pas tous, mais beaucoup d'entre eux. La seule façon pour sa classe dirigeante et ceux qui la soutiennent, tout comme à Washington. C'est la seule manière pour eux de continuer à se sentir fiers de la Grande-Bretagne et de l'Empire d'autrefois. Ils vivent par procuration à travers les États-Unis.
C'est pour cela qu'ils font des choses comme celle-ci, avec la bénédiction de la CIA et du Mossad. Imagine à quel point la Russie doit être effrayée de voir la Grande-Bretagne alliée à un pays du Caucase. Si j'étais Poutine, je dirais à Londres, continuez, continuez, et je vais vous faire disparaître. Je vous le promets, je vais vous faire disparaître. Je veux dire, c'est absurde, mais ils le font à cause de l'ombre de l'Empire. Ils ne feraient jamais cela si l'Amérique n'existait pas. Ils ne feraient jamais cela, et aucune puissance européenne ne ferait quoi que ce soit de semblable. Ils seraient bien plus circonspects. C'est pourquoi l'instinct de Trump de retirer la participation des États-Unis à l'OTAN et finalement de mettre fin à l'OTAN, ce qu'il faudrait faire, est intelligent et sage. Faites en sorte que ces gens vivent leur propre vie avec leur propre argent et leur propre pouvoir. Point final. Ne les laissez pas vivre dans votre ombre. La Grande-Bretagne, plus que toute autre puissance européenne. J'hésite à dire cela parce qu'à mes yeux, c'est pas vraiment une puissance européenne. C'est une petite île là-bas qui sème la pagaille partout. La Grande-Bretagne vit encore ses rêves impériaux à travers les États-Unis. Il faut que cela cesse et il faut qu'elle s'ouvre au continent. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Premièrement, parce qu'ils sont des poids-plumes et qu'ils se comportent comme s'ils mesuraient 3 mètres de haut. Leur comportement en est la preuve. Deuxièmement, nous ne serons pas là en cas de coup dur. Et troisièmement, si nous étions là en cas de coup dur, Nima, nous pourrions nous faire battre nous-mêmes. Le monde a changé. C'est un monde très différent et il arrive comme une tornade. As-tu vu la vidéo qui est sortie hier, montrant comment les Britanniques recueillent des informations à Gaza et les transmettent à Israël en temps réel? Ils faisaient décoller leurs avions depuis Chypre et menaient des vols de renseignements au-dessus de Gaza, puis transmettaient les informations à Israël, à Tsahal, afin qu'ils puissent mieux cibler, mieux tuer, mieux assassiner, mieux massacrer. Je comprends pas Thomas façon d'aimer Israël après avoir fait cela. Bonne question. Bon commentaire. Vous parlez avec 2 voix, ce que vous dites à Londres et ce que vous faites ici. C'est comme l'a suggéré Bernie Sanders l'autre jour. Nous avons maintenant des gens au Sénat et à la Chambre qui remettent en question certaines choses qui se passent là-bas, mais ils continuent quand même à signer les chèques. Et nous avons Erdogan, vous savez, qui pontifie partout et qui continue d'envoyer du pétrole, qui continue de commercer avec Israël. Ils tiennent un beau discours pour leur public, mais ils agissent de façon totalement différente en coulisses. Il y avait un article dans Politico, et dans cet article, il est question des 5 prochaines années. Ils estiment que nous allons assister à de nouvelles escalades entre la Russie et l'OTAN, les pays baltes, ainsi qu'entre l'Inde et le Pakistan, y compris le risque potentiel d'utilisation d'armes nucléaires. Et la Chine, Trump a vraiment éclipsé celle-là pour le prix Nobel de la paix. Et la Chine et Taïwan, l'Inde et la Chine, et la Corée du Nord et la Corée du Sud. En examinant tous ces conflits qu'ils essaient de nous prédire pour les 5 prochaines années, on peut en quelque sorte percevoir quel est leur agenda. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour provoquer ces conflits. Je peux comprendre la Russie et l'OTAN dans les pays baltes, mais qu'en est-il de la Chine et de l'Inde? Que pourraient-ils faire pour créer un nouveau conflit entre ces 2 géants? Eh bien,
Ils diffusent tout cela pour que les gens se concentrent sur ce qui n'est pas réaliste, afin qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'il est vraiment. Comme vous venez de le dire, les conflits régionaux attisés en ce moment par l'Empire, tout le long de cet arc de crise dont je parle sans cesse, de l'Arctique jusqu'au Levant, en passant par l'Iran et l'océan Indien Nord, sont tous mis en avant dans le but d'essayer d'endiguer ce déplacement inexorable du pouvoir vers la Chine. C'est là que l'embrasement va commencer, et c'est là qu'il va se terminer. Et cela se terminera avec des armes nucléaires. Je me souviens très bien, je crois que je t'en ai déjà parlé, qu'un des Allemands, je pense même que c'était Helmut Kohl à un moment donné, qui l'a dit, mais c'était aussi un de leurs généraux à une autre occasion, quand nous faisions un briefing sur le corridor de Fulda et le groupe des forces soviétiques en Allemagne, 10 divisions de choc, dirigées à l'époque par le maréchal Ogarkov, si je me souviens bien, qui était un brillant commandant de blindés. C'était le Patton de l'Union soviétique à cette époque, le genre de George Patton. Il allait percer le corridor de Fulda, et nous allions l'atomiser. C'était notre plan de guerre. Et les Allemands, ces généraux, et je crois que Kohl a effectivement dit quelque chose à ce sujet une fois aussi, il faudrait que je vérifie dans mes notes, disaient « C'est mon pays. C'est ma terre sur laquelle vous allez utiliser ces armes nucléaires. » Exactement. Voilà, c'était le plan américain. C'est de cela dont nous parlons aujourd'hui. Nous parlons d'une conflagration en Europe qui nous obligerait à exercer notre puissance nucléaire. Et nous le ferions sur leur territoire. Donc ils sont idiots s'ils pensent vouloir provoquer cela, mais ils travaillent à le provoquer. Et Poutine a déjà montré qu'il n'est pas un homme qui bluffe. Ce n'est pas un homme qui utilise le bluff comme une part majeure de sa stratégie, contrairement à Donald Trump et à beaucoup de gens en Occident. Il est sérieux. Il est on ne peut plus sérieux. Et s'il en arrive un jour au point où son calcul décisionnel estime qu'une guerre potentielle avec l'OTAN, qu'il sait inévitablement nucléaire, atteint une probabilité de 60 à 65%, il pourrait prendre les devants. Je veux dire, il a dit qu'il ne le ferait pas. Il a dit qu'il ne le ferait qu'en défense de l'OTSC et vous savez de la Russie. Mais un homme intelligent prendrait les devants et espère que cela suffirait à stopper la progression vers une utilisation totale. Nous parlons ici du danger dans un sens large. Tout au long de cet arc, nous parlons de danger. Le Venezuela ne fait pas partie de cet arc. Le Brésil ne fait pas partie de cet arc. Aucun de ces pays où Trump essaye de provoquer des actions pour détourner l'attention de l'affaire Epstein, merci beaucoup, aucun d'eux ne fait partie de cet arc. Par conséquent, aucun d'eux n'est, selon moi, existentiel pour l'Empire. Celui-là l'est, celui-là l'est. Et nous perdons rapidement ceux qui pourraient nous aider, soit à stabiliser cet arc, soit, dans le cas où un conflit éclaterait, à rester au pire neutre et au mieux de notre côté, comme l'Inde. Nous avons dépensé une énergie considérable dans des efforts diplomatiques pendant 20 ans pour rallier l'Inde à notre camp, l'éloigner de l'Union soviétique, de la Russie, et la rapprocher de nous. À l'époque, nous avions le sentiment d'avoir déjà le Pakistan, mais nous partagions le Pakistan avec Pékin. Aucun doute là-dessus. Et les Pakistanais le savaient. Ils nous ont montés les uns contre les autres. Cela ne posait pas de problème tant que ce n'était pas sérieux. L'Inde était notre cible. L'Inde est devenue presque un partenaire à plein temps, surtout leur marine, et a pris beaucoup de responsabilités à notre place dans le nord de l'océan Indien, parce que leur marine est assez compétente et assez grande. Et leur marine aimait vraiment travailler avec la flotte américaine. Ils pensaient que nous étions les marins les plus compétents de l'océan, et ils appréciaient de travailler avec nous. Delhi n'était pas aussi proche et à l'aise avec cela, mais malgré tout, nous avons eu une bonne période. Nous avons tout gâché, Nima. 20 ans de diplomatie patiente. Nous avons gâché tout cela.
Nous l'avons tellement gâché que l'Inde semble se rapprocher de la Chine. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant à quel point nous sommes stupides, Nima. À quel point nous manquons de sagesse. Stupides et imprudents. En réalité, Modi a simplement ignoré la pression venant des États-Unis. Nous n'allons pas, nous allons continuer à acheter russe. Nous avons accompli quelque chose d'autre que je pensais impossible. Nous avons amené Modi à se préoccuper d'autres sujets, de sorte qu'il n'est plus aussi oppressif envers ses propres musulmans. Sans aucun doute, nous avons été une force positive à cet égard. Mais c'est tout de même négatif, vous savez. Être obligé de faire cela, de sacrifier ses propres intérêts pour attirer son attention ailleurs. Mais je pense que son attention principale, en ce moment, est tournée vers nous et ce que nous faisons, vers la Chine et comment contrer nos actions, et vers la Russie. L'Inde a toujours été amie avec la Russie, l'armée indienne, à l'exception de la marine. Nous n'avons pas réussi à détacher l'armée de l'air ou l'armée de terre de la Russie. Nous avons un peu détaché la marine grâce à l'interopérabilité et aux exercices conjoints dans l'océan Indien. Mais nous n'avons pas pu obtenir la même chose des deux autres corps. Nous n'avons donc jamais totalement réussi sur ce point. Mais maintenant, nous avons tout gâché. Donald Trump a déclaré que, selon lui, le ministère de la Défense devrait s'appeler le ministère de la Guerre. Cela aurait été plus approprié pour les 20 dernières années. Oui. En prenant cela en compte et en regardant ce qu'il a dit à propos de la dénucléarisation, voici ce qu'il a déclaré. À faire avec la Russie et avec la Chine, c'est la dénucléarisation. Et c'est très important. L'une des choses dont j'ai discuté avec le président Poutine l'autre jour, ce n'était pas seulement cela, il y avait aussi d'autres sujets. Et je pense que la dénucléarisation est un objectif très important. C'est un grand objectif, mais la Russie est prête à le faire et je pense que la Chine sera également prête à le faire. Nous pouvons pas n'esquiner que les femmes nucléaires se prient et n'amnisent et nucléaire. Leur puissance est grande. Les meilleures remarques que je l'ai entendu faire depuis longtemps. Mais bien sûr, je sais qu'il est totalement insincère. Il est complètement faux. Il dit ça simplement parce que c'est le sujet du moment, le moment de le dire. Parce que, si l'on considère ce qui se passait lorsqu'il nous a parlé de ce genre d'idée, il rencontrait le président sud-coréen. Je pense que l'un des objectifs principaux est la Corée du Nord. Penses-tu que c'est le cas? Eh bien, il a continué en parlant de la façon dont il allait poursuivre avec Kim Jong-un, et que cette fois-ci, ce serait un succès, qu'il avait eu un petit problème avec certaines personnes par le passé, comme John Bolton. Merci beaucoup. J'ai été tellement surpris qu'il n'ait pas prononcé son nom. Franchement, quel moment pour lancer une pique à John Bolton. Sa maison a été perquisitionnée par le FBI. Pourquoi ne pas lui lancer une grosse pierre aussi? Du genre, tu as foutu en l'air ma relation avec Kim Jong-un, espèce de néoconservateur. Je pense que c'est ce que Trump aurait aimé dire. Il ne l'a pas fait. Et c'est pas dans les habitudes de Donald Trump de retenir ce genre de pique. Mais après tout, il était devant les caméras avec le président sud-coréen, qu'il apprécie maintenant parce qu'il veut aussi se réconcilier avec Kim Jong-un. Je veux dire, il l'a dit explicitement. Ça me va. Je suis d'accord. Revenons à un traité de paix avec Kim Jong-un. Ce serait très facile à accomplir si nous revenions sur l'incroyable chose que nous avons faite avec la Corée. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en Corée pour défendre la Corée. Nous sommes en Corée aujourd'hui pour être en première ligne afin de combattre la Chine. Et les Coréens le ressentent viscéralement.
sinon intellectuellement. Je pense que certains d'entre eux le comprennent aussi intellectuellement. Et ils ne sont pas très heureux que leur péninsule soit utilisée comme rampe de lancement pour une guerre contre la Chine, avec qui ils font la majorité de leur commerce. Franchement, on ne peut pas inventer ça, Nima. C'est fou. Ce que nous faisons est insensé, non seulement à Hawaï, mais aussi en Asie du Nord-Est. Aucun de ces pays ne peut s'opposer à la Chine, ni la Corée du Sud, même en s'alliant avec le Japon. Ils n'ont pas besoin de le faire non plus, parce qu'ils entretiennent de bonnes relations commerciales. Ils ont de bons échanges. Leur commerce n'est pas totalement équilibré, mais c'est simplement la nature des choses. Certains vont vendre plus, d'autres vont acheter plus, et ainsi de suite. On gère ces situations, on les ajuste, et on veille à ce que la dynamique commerciale reste équitable. Nous, on n'a pas l'air de penser que ce soit possible avec la Chine. On pense que la Chine va tous nous rouler dans la farine. Ils sont en train de le faire, mais c'est précisément parce que nous les y incitons. C'est nous qui les poussons à agir ainsi. Nous les incitons à faire des choses comme prendre les 60% de terres rares qu'ils possèdent, les 90% de ces métaux qui sont raffinés jusqu'à leur utilisation, et à ne pas les fournir à quiconque en a besoin et qui est hostile aux intérêts de la Chine. Lisez l'histoire de l'Empire. Et nous allons découvrir à quel point ces tarifs douaniers sont désastreux. Pas tellement, même si nous allons le faire aussi, mais pas tellement par l'impact que cela aura sur le consommateur américain. Il y en aura un, et ce sera politiquement explosif. Mais cela va aussi avoir et a déjà un impact majeur sur la capacité du Pentagone à déployer et à approvisionner ses forces, parce que la Chine en possède tellement. On parle de batteries pour véhicules électriques, on parle de bornes de recharge. J'ai lu l'autre jour que la Chine en avait 1 million ou quelque chose comme ça, voire plus, de bornes de recharge à travers le pays. Nous en avons un 60e. Ils sont tellement en avance dans tant de domaines, des domaines qui comptent. Et regardez ce qui se passe. La Chine est en train de nous dépasser complètement en matière d'énergie renouvelable. Je veux dire, ils foncent à toute allure. Et regardez ce que Donald Trump vient de faire. Il a pratiquement anéanti la capacité des États-Unis à progresser davantage dans l'éolien et le solaire, parce qu'il n'aime pas, et il l'a dit, je n'aime pas ces champs remplis de ces panneaux noirs à la place de beaux arbres et d'oiseaux, et je n'aime pas ces tours parce qu'elles tuent des oiseaux. Donald, c'est quand la dernière fois que tu es devenu ornithologue? Franchement, allons mec. Nous avons besoin d'un certain pourcentage de renouvelables pour remplacer les énergies fossiles. Sinon, nous sommes tous fichus. Tu ne comprends pas ça? Non, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Au fond de lui, je ne pense pas que ce soit une invention. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que les milliardaires lui ont imposé. Ça pourrait en partie venir du fait qu'ils veulent que les énergies fossiles continuent. Beaucoup d'entre eux, comme les gens derrière Peter Thiel, par exemple. Et Charles Koch ramènerait le charbon s'il le pouvait, car il a été l'un des plus grands et des plus riches magnats du charbon en Amérique. Ils ne veulent pas que les énergies renouvelables remplacent les énergies fossiles. Mais je pense que Trump a cette idée folle dans la tête, que les énergies fossiles sont bonnes, qu'elles sont bonnes pour l'environnement, qu'elles sont pas mauvaises, que tout cela est une supercherie. Je pense qu'il y croit. Oui, je pense qu'il y croit. C'est probablement le concept le plus inexcusable, le plus débilitant et le plus faux qu'il ait dans la tête. Il s'est fait avoir par beaucoup de ses conseillers, j'en suis sûr. Et je vais vous dire qui sont beaucoup de ses conseillers aujourd'hui. Si vous voulez lire un livre qui en parle, il s'appelle Dark Crusade, et il traite des dispensationalistes en Amérique, qui représentent aujourd'hui entre 60 et 75 millions de nos concitoyens. Un autre terme pour les désigner est fondamentaliste.
Et ces personnes sont alliées à Israël pour provoquer l'Armageddon, l'enlèvement, parce qu'elles pensent, et leur philosophie est la suivante. Pensez à l'Amérique du Sud, et à ce type qui a emmené des gens là-bas, et a fait, vous savez, tuer environ 900 d'entre eux. Leur philosophie est qu'ils seront enlevés dans les cieux avec Jésus lorsque la fin viendra. Et ils font tout leur possible pour provoquer la fin. C'est un immense mouvement de grand réveil en Amérique, dont la plupart des gens ignorent tout, peut-être parce que tant d'Américains en font partie. Je pense que ce qui manque dans la réflexion, dans l'esprit de ceux qui décident de la stratégie des États-Unis, c'est qu'ils ne comprennent pas que ce que fait la Russie en Ukraine est existentiel pour la Russie et sa sécurité. Ce que font les Palestiniens, les Gazaouis, est existentiel. Et Netanyahou dirait que c'est existentiel pour lui aussi, parce qu'il veut dire que c'est existentiel pour le Grand Israël, le Liban, la Jordanie, l'Irak, peut-être des parties du Soudan, de l'Égypte. Cela met fin au rêve, cela met fin au rêve. Oh, je dois tuer tous les Palestiniens, et puis je dois aussi tuer quelques Arabes, autres que les Arabes palestiniens, peut-être quelques-uns. Les Égyptiens n'arrivent pas à se décider s'ils sont Arabes ou non. Techniquement parlant, je ne pense pas que les Égyptiens, en regardant l'histoire, je ne pense pas que les Égyptiens soient des Arabes. Je pense que les archives généalogiques, les données ADN, diraient le contraire. Je ne pense pas qu'ils soient arabes en Égypte, ou du moins je pense que la majorité du peuple égyptien n'est pas arabe. Et nous faisons une erreur en les appelant arabes, mais ils veulent aussi un peu de cela. Donc Israël est prêt à tuer beaucoup de gens. Le point que j'essaie de faire valoir, Larry, c'est que toutes ces guerres menées par les États-Unis, aucune d'entre elles n'était existentielle pour les États-Unis. Ils n'avaient pas besoin d'aller en Irak, en Afghanistan, en Libye. Et maintenant, avec le Venezuela, ou s'ils vont en Iran. Lindsey Graham le pense, Nima. Et pourquoi le pense-t-il? Peer Teero Eller. Il pense que nous devons mettre la main sur tout le pétrole que nous pouvons obtenir. Nous pensions que nous allions y arriver. Tu te souviens du livre dont je t'ai parlé, celui qui contient une petite photo de la mer Caspienne et des parachutistes américains atterrissant près de Bakou? Et j'ai dit, tiens, n'est-ce pas une photo prophétique? Parce que ce sont les premiers soldats impériaux à débarquer en Asie centrale. Sous la mer Caspienne, il y a assez de combustibles fossiles, méthane et pétrole brut classique, pour tout l'Est, l'ensemble du complexe d'Asie centrale, tous les stans et la province du Xinjiang. 100 ans de combustible fossile sous la mer Caspienne. Si vous pouvez y accéder, si vous pouvez le récupérer, et si vous pouvez l'extraire et le mettre sur le marché. Ce sont de grands défis, mais malgré tout, c'est là. C'est ce que nous recherchions, Nima. Vraiment. J'étais là quand nous le planifions. Maintenant, je pense que nous avons abandonné cette idée. Cela signifie que nous devons trouver d'autres sources, le Venezuela, d'autres endroits qui pourraient avoir du pétrole. Au fait, tu sais où se trouve le reste? Je veux dire, vraiment, des quantités incroyables. Dans le pays, aux 11 fuseaux horaires. La Russie est loin d'avoir exploité toutes les sources de combustible fossile qu'elle possède. Alors quand Trump se lève et dit « Nous sommes le plus grand producteur de pétrole au monde », oui, nous sommes en train de fracturer notre pays dans tous les sens pour y parvenir. C'est une situation très intenable sur les plans économiques et géologiques, mais nous le faisons et nous ne pouvons pas continuer ainsi indéfiniment. D'un autre côté, en Asie centrale et en Russie, il y a suffisamment de ressources pour durer encore 1 siècle et demi. Maintenant, j'espère qu'ils ne les utiliseront pas,
à moins que nous découvrions une technologie merveilleuse qui élimine presque 99% des émissions, car cela changerait tout. Je veux dire, ce serait fini pour nous. Nous serions fichus en ce qui concerne le climat si nous brûlions toutes ces ressources. Je ne fais qu'indiquer la différence actuelle. Trump est un imbécile de penser que les États-Unis vont rester la première puissance pétrolière mondiale. C'est un rêve absurde de croire que nous pourrions le faire. Je ne sais pas si tu as vu l'interview que Ludnick a donnée sur MSNBC, sur NBC News. Voici ce qu'il a dit à propos de Lockheed Martin. Il affirme que l'entreprise tire 87% de ses revenus du gouvernement américain. J'aurais pensé que c'était 100%. Oui, voilà ce qu'il a dit, Larry. Et pourquoi le gouvernement américain ne devrait-il pas dire « Vous savez quoi? Nous utilisons les services de Palantir. Nous aimerions avoir une part de Palantir. Nous utilisons les services de Boeing. Nous aimerions avoir une part Boeing. » Il y a beaucoup d'entreprises qui font affaire avec le gouvernement américain et en tirent profit. J'imagine que la question est où se situe la limite? Oh, il y a une discussion énorme sur la défense. Je veux dire, Lockheed Martin tire 87% de ses revenus du gouvernement américain. Ils sont pratiquement un bras du gouvernement américain. Ils fabriquent des choses extraordinaires, vraiment incroyables, qui peuvent intercepter un missile en plein vol lorsqu'il se dirige vers vous. Mais quelle est l'économie de tout cela? Je vais laisser ça à mon secrétaire à la Défense et au secrétaire adjoint à la Défense. Ces gars-là s'en occupent et y réfléchissent sérieusement. Mais je vous le dis, il y a beaucoup de discussions à avoir sur la façon dont nous finançons nos achats de munitions. Je pense qu'une grande partie de cela n'est que du bavardage. Et maintenant, vous avez les bonnes personnes au bon poste et Donald Trump à la tête qui réfléchit à la meilleure façon de faire. Je vous le dis, la façon dont cela a été fait jusqu'à présent, c'était un cadeau. Oui, je suis d'accord avec cela. Et il y a eu un mouvement important à différents moments de notre histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous avons d'abord créé ce vaste complexe, pour le nationaliser. Et il y a de bons arguments en faveur de la nationalisation, mais je ne le nationaliserai pas sous l'administration actuelle et son cabinet, parce qu'ils ne sauraient pas le gérer. Mais si vous aviez une supervision décente, si vous aviez un bon congrès, avec de bonnes commissions de contrôle, si vous aviez une bonne commission d'enquête, comme celle qu'Harry Truman avait pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous aviez tout cela en place, vous pourriez optimiser l'industrie de la défense et vous reviendriez vraiment en arrière. Parce que l'Amérique n'a jamais eu, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, un vaste complexe d'industrie de défense privatisé. C'est la construction navale. Toutes ces choses étaient réalisées par le gouvernement, parfois par l'intermédiaire de sous-traitants, mais plus ou moins supervisées et contrôlées par l'État. Ce n'est qu'avec la Seconde Guerre mondiale que l'initiative privée est vraiment entrée en jeu. Et les hommes à $1 par an de FDR, pour ainsi dire. Vous savez, tous ces grands PDG qui disaient qu'ils travailleraient pour $1 par an, ils savaient bien que travailler pour $1 par an relevait du rêve, car ils gagnaient des sommes énormes grâce au complexe militaro-industriel en pleine expansion, raison pour laquelle Truman avait mis en place sa commission d'enquête. Et il a découvert, je crois que Truman a dit quelque chose comme « Il n'y aura pas de profit de guerre sous ma surveillance ». Eh bien, cela a continué bien sûr, mais il en a limité une bonne partie. Donc, nationaliser l'industrie de la défense est une décision pertinente, si vous avez un gouvernement compétent. Mais si vous n'avez pas un gouvernement compétent, regardez ces types. Ces membres du gouvernement possèdent des actions dans Palantir et Anduril.
Ils possèdent des actions dans Lockheed Martin, et beaucoup d'entre eux ne se sont pas désengagés. Trump ne les a pas obligés à le faire. En fait, ils enfreignent la loi, mais ils continuent quand même. Et on voudrait que ce groupe prenne le contrôle de cette industrie, valant des milliards, voire des milliers de milliards de dollars. Je ne pense pas, probablement. Mais je suis sûr qu'ils sont prêts à le faire si l'occasion se présente. Pouvez-vous imaginer Pete Hegseth, qui n'aurait même pas pu gérer une petite boutique, diriger Lockheed Martin? Voici, je pense que nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Donald Trump insiste autant pour envoyer des armes à l'Ukraine. Voici ce qu'il a dit. Au fait, c'est une insulte pour les bazars. Ce que je viens de dire est une insulte pour les bazars. Je suis désolé. Ils n'ont pas payé les 2 et ils ont payé les 5. Donc, comme vous le savez, nous vendons une quantité énorme d'équipements à l'OTAN. Nous ne dépensons pas d'argent, nous en gagnons. Mais je ne veux pas parler de gagner de l'argent. Je veux parler du fait que nous ne finançons plus l'Ukraine, mais que nous essayons d'arrêter la guerre ou les tueries en Ukraine. Donc nous vendons des missiles et du matériel militaire, des millions et finalement des milliards de dollars aux membres de l'OTAN. Nous sommes très amicaux et nous avons une excellente relation, mais ce voyage était incroyable. Donc ce sont eux qui financent toute la guerre. Nous ne finançons rien. Je pense que c'est un point important à souligner, car beaucoup de gens ne comprennent pas cela. C'est la première fois que je le vois avec une cravate sombre comme celle-là. Il a dû aller à des funérailles. D'habitude, elle est jaune vif ou orange vif. Larry, penses-tu que la nationalisation de la production d'armes et d'armements aux États-Unis pourrait, d'une manière ou d'une autre, influencer ces politiques à travers le monde? Il avait 3 choix fondamentaux. Le premier était de continuer comme avant, continuer la politique de Biden, la politique de Trump. Après tout, c'était la guerre de Trump avant d'être celle de Biden. C'était une guerre un peu plus discrète, mais c'était quand même la guerre de Trump. C'était le premier choix, continuer. Le deuxième choix était de partir précipitamment, je veux dire partir presque complètement, abandonner le parapluie nucléaire, dénoncer l'OTAN, partir et laisser les Européens gérer toute l'affaire. Un troisième choix consistait à donner l'impression de faire un peu du deuxième choix, mais à rester sur place pour gagner de l'argent. Apparemment, Trump a choisi cette option, mais c'est un mauvais choix à bien des égards, parce que, premièrement, nous ne pouvons pas construire l'équipement assez vite pour gagner vraiment de l'argent, et deuxièmement, l'Ukraine est vaincue, lourdement vaincue. En ce moment, il y a des sections de la ligne de front, pour ainsi dire, qui ne sont même pas occupées. Les Russes peuvent choisir à leur guise, et ils seront très prudents, car ils se méfient toujours d'être piégés par une feinte, une ouverture soudaine dans la ligne à travers laquelle ils s'engouffrent, pour ensuite être attaqués sur les flancs. Mais ils ont développé de nouvelles stratégies pour protéger ces flancs, axées sur la technologie des drones, les satellites, et ainsi de suite. Ce que font les Russes aujourd'hui est vraiment très sophistiqué. Donc, la seule raison pour laquelle ils n'ont pas traversé la rivière et avancé de manière agressive sur Kiev, par exemple, et consolidé leur victoire sur toute la ligne, c'est parce qu'ils font preuve de prudence et qu'ils veulent continuer à maintenir ce rapport de 10 Ukrainiens tués pour chaque Russe, voire augmenter encore cet écart. En réalité, aucune des options que j'ai mentionnées pour Trump n'a vraiment de sens aujourd'hui. Le meilleur choix qu'il aurait pu faire, et je sais qu'il ne pouvait pas vraiment le faire, mais il aurait au moins pu amorcer le processus et le faire avancer à un rythme peut-être plus en phase avec la réalité, si l'on veut.
La meilleure chose qu'il aurait pu faire, c'est ce qu'il a commencé à faire, ce que J.D. Vance a commencé à faire, ce que Marco Rubio, aussi maladroitement qu'il l'ait fait, a commencé à faire. Et cela consiste à dire aux Européens que nous partons. Le bouclier nucléaire restera en place pour eux, ils pourront y faire appel si nécessaire. Nous n'allons pas nous battre à leur place, sauf si nous jugeons que c'est nécessaire. S'il existe une menace existentielle pour l'Europe de l'Ouest, il est évident que nous utiliserions nos armes nucléaires si nous y étions contraints. Dieu nous en préserve. Laissons-les faire et agir comme ils l'entendent, ce qui aboutira probablement à un chaos, à la prise de conscience que leurs jeunes ne seront pas enrôlés, à la réalisation qu'ils ont un problème encore plus grave que le nôtre à cet égard, et qu'ils seraient incapables de construire une machine militaire capable de rivaliser avec la Russie. Et que fait-on lorsqu'on arrive à cette conclusion? On sort son instrument diplomatique et ce qu'il reste de ses instruments financiers et économiques, et on dit à Moscou, discutons. Discutons et essayons de parvenir à une forme de réconciliation. Nous reconnaissons votre problème précédent. Nous en avons été en grande partie responsables, mea culpa. Mettons en place une nouvelle architecture qui nous permette à tous de survivre économiquement, financièrement et militairement. Appelons-la la nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe. Puis, consultons les États-Unis sur ce que nous aurons élaboré, et parlons aussi à la Chine et à l'Inde. Faisons enfin des choses vraiment intelligentes pour changer. C'est ce que l'Europe devrait faire. C'est ce que nous devrions faire pour les contraindre à agir. Mais nous ne le ferons pas. Il a tout embrouillé. Il prend un peu de ceci, un peu de cela. Je ne vais pas faire ceci. Je vais être un peu enceinte, mais je ne vais pas l'être vraiment. Il n'a tout simplement aucune capacité à prendre des décisions. Exactement. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. On a déjà fini? Eh bien, j'ai parlé pendant 3 heures d'affilée. Ce type, ce matin, m'a montré l'un de ses récents travaux. Franchement, il était vraiment bon. Ça parlait de l'état guerrier, et c'était aussi bon qu'Al Jazeera. Tu as vu les 2 premières parties d'Al Jazeera? Oui, elles sont plutôt bonnes. Celui-ci était bon aussi. Je veux dire, c'est vraiment très bon. On a besoin de plus de choses comme ça. On a besoin de gens qui disent la vérité. Oui, il nous faut, mais oui. Oui, c'est toujours. Lula devrait se lancer dans le cinéma. Oui, il est. Tu vois, on se prépare à produire un autre film par ce producteur qui a fait Zero Dark Thirty, qui est l'un des pires films que j'ai jamais vus. En fait, il faisait l'éloge de la torture. Je veux dire, c'est un film terrible. Juste un film terrible. J'ai eu du mal à le regarder. Si ma femme était encore en vie, tu pourrais lui demander. C'était difficile de regarder ce film parce que je savais qu'il y avait tellement de mensonges et de tricheries et il donnait l'impression que la torture fonctionnait. Il donnait l'impression que la torture fonctionnait. Maintenant, elle va faire un nouveau film. J'ai hâte de voir celui-là. Tout ça, c'est Hollywood qui essaie de faire de l'argent, tu sais. New York, Hollywood, peu importe. Et ils vont tirer profit de n'importe quoi, peu importe à quel point le sujet est révoltant. Ils devraient en faire un sur les armes nucléaires et ce qu'elles nous feront, tu vois. Un autre comme Dr. Folamour, ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Je crois que c'était le sous-titre. Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Quel titre? Tu sais combien d'Américains vivants aujourd'hui ont vu ce film? J'ai fait un petit sondage informel. 0. 0. Ils savent même pas qu'il a jamais existé. Combien d'Américains ont creusé un abri anti-atomique dans leur jardin? 0. Maintenant, quelqu'un qui regarde ça va m'envoyer un email et dire « J'en ai un dans mon jardin ». Et je dirais « Tant mieux pour toi, mec, tu pourrais bien devoir t'en servir ». Bref. Merci, Larry.
C'est toujours un grand plaisir. Prends soin de toi. Avant le chlula, prends soin de toi. Au revoir.